Bonjour à toutes, bonjour à tous. En juin 2023, ici même, on annonçait le lancement de la World Jurassic B2C Experience. Alors pour les rares qui ne sont pas au courant de la teneur de ce projet, je vais la réexpliciter aujourd'hui. Nous allons ouvrir des Jurassic Park. Et pour ouvrir des Jurassic Park avec succès, on va avoir adopté une approche disruptive. Et pour ça, on va apprendre des erreurs du passé. On a décidé de miser sur de la tech de pointe pour gérer notre récit et ne pas avoir de problème d'ouverture de porte ou autre sujet de cette sorte. Alors ça fait maintenant 2 ans qu'on a lancé ce projet et je vous propose de vous présenter un peu la problématique qu'on a rencontrée cette dernière année. Alors pour vous le présenter, du coup, moi je suis Thomas Piscitelli, je suis CTO du projet. Et accessoirement, je suis aussi architecte, tech lead, dev chez Lixi. On est une ESN rennaise, nantaise, et on a du coup un stand ici. C'est le stand où on appuie sur tous les boutons de toutes les couleurs, designé par Alexis ici présent, que je vois prendre des photos. Tout ça pour dire que oui, donc c'est la dernière année parce qu'on a déjà eu des choses qui se sont passées. Donc on a déjà annoncé le lancement de ce projet avec une conférence du coup au Brestcamp 2023 avec Alexandre Tomaso qui était ici présent, je l'avais co-présenté, on parlait de trade virtuel. Et puis on avait aussi une problématique de gestion des commons, ça j'en ai parlé à Lille il y a 15 jours, mais aussi il y a certains qui étaient là hier, donc je suis désolé, ça fait un peu réédite sur l'introduction. Et donc pour remettre tout le monde un peu au même niveau, je vous redonne un peu de contexte sur là où on en est, où en était notre problématique. On avait créé 3 microservices, plein d'envie et surfant sur la hype. Un premier microservice qui nous permet de stocker et de persister la liste des dinosaures qu'on veut avoir dans nos parcs. Et ça, c'est à destination de nos paléontologues qui travaillent là-dessus, selon la typologie, la météo des parcs. Un autre microservice, DinoLabo, qui là stocke nos dinosaures qui sont en cours de production. Bah, ça, c'est pour les scientifiques qui sont en train de produire des dinosaures dans nos laboratoires. Et au-dessus, on avait fait une gateway qui consolide un peu tout ça, qui expose des KPI. Donc ça, c'était à destination du management. Vous imaginez bien que les KPI, c'est pour nous, au Codir, dont je fais partie en tant que CTO. Les 2 microservices labo repo, on est proche du CRUD. Donc, c'est ce que j'essayais de symboliser avec les petites lignes horizontales, c'est que c'est l'architecture NTR classique. Et par contre, pour la gateway, là, on a notre algorithme de pointe. Là, on a fait une archi hexagonale. On en reparlera. C'est l'intérêt. Parce que c'est là où on a notre métier hyper puissant. Je ne peux pas trop vous en donner. Voilà, c'est un peu confidentiel. Quand on sait faire des additions et des divisions, normalement, on s'en sort. Et donc ça, on en était super contents, ça marchait exactement. Et puis le PO, il arrivait forcément avec des nouvelles idées en disant par contre, ça serait bien qu'on ait de l'algorithmie qui puisse un peu nous mettre tous nos dinosaures automatiquement dans tous les parcs qu'on va avoir. Donc il y aura des notions, on se dit, va falloir des notions de nouvelles caractéristiques à nos dinosaures, leur régime alimentaire, quel est le besoin un peu d'espace qu'ils ont, enfin plein de choses comme ça. Et puis après, on pourra faire de l'algorithmie de pointe. Et quand on a commencé à réfléchir à ça, on s'est rendu compte que systématiquement, on allait mettre à jour tous nos microservices, en tout cas surtout les 2 derniers, le labo et le repo. Systématiquement, dès qu'on voulait faire une évolution, on disait du coup ça va avoir un impact sur celui-là et sur celui-ci. Et on se souvient encore douloureusement du moment où on s'est rendu compte, oh mon Dieu, nous avons fabriqué un monolithe distribué. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire d'être dans un contexte où il y avait plein de microservices. Et au moment où on veut mettre en prod, du coup, on se retrouve à faire code freeze, on ne touche plus à rien pendant une semaine, on va tester tous les microservices en même temps, et puis quand on va les mettre en prod, surtout, on va les mettre tous ensemble en même temps, enfin, cette grappe-là, puis après peut-être celle-là, et enfin celle-ci. Et du coup, on perd tout l'intérêt des microservices. Et donc, on s'est dit, on ne veut surtout pas tomber là-dedans. Donc, tous les inconvénients aussi qu'on a avec ça, c'est que nous, on s'est embêté à faire nos microservices. Donc au début, ça nous a pris un peu plus de temps à les développer, plutôt que faire un seul microservice. Et puis les déploiements, on a dû les configurer pour les déployer. Donc on a perdu du temps là-dessus. Dès le début, on s'est retrouvé à faire du monitoring plus compliqué parce que c'est distribué. Et puis le debug est aussi complexifié parce que, aussi, encore une fois, c'est distribué. Donc là, on a pris un peu tous les coûts du microservice dès le début. En plus, il y a des coûts d'infrastructure parce qu'on a 3 microservices qui sont déployés au lieu d'un seul composant. Et puis, quand on appelle un microservice, on se retrouve à avoir le coût de la latence réseau d'un appel API, alors que si on était resté en monolithe, on avait fait un simple appel de méthode et c'était bien plus rapide. Pour notre besoin à nous, donc ça c'est un peu les inconvénients du microservice, et pour notre besoin à nous, les gros points qui nous bloquaient, c'est qu'on était au tout début du projet, on dépense sans compter, mais bon, on avance doucement, et
en fait, notre modèle métier, il est en cours de construction. On est en train de le construire. On est en train d'imaginer un peu comment vont être construits tout ce modèle métier. Et de l'avoir splitté en différents domaines, en différents microservices, ça nous complexifie complètement la vie. Et puis en plus, ça engendre du coup des couplages forts sur nos déploiements. C'est ce que j'indiquais. Donc on s'est dit, ça, on a fait fausse route. Et puis en fait, on a regardé un peu dans la doc ce qu'on pouvait trouver. On a trouvé un article sympa de Martin Fowler, un petit retour, et il nous a dit que globalement, tout ce qu'il a vu, lui, pour les microservices qui ont fonctionné, c'est des gens qui sont partis en monolithe et qu'après, qui ont découpé ça en microservices au fur et à mesure selon leurs besoins. Et quand toutes les expériences qu'il a eues où des gens sont partis en disant « on fait du microservice », ce n'était pas une bonne idée, c'était un échec. Et on s'est beaucoup reconnu dans cet article. Donc on s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Et pourquoi on est parti là-dessus? À part la hype, aussi parce qu'on avait très très peur de ça. Le big ball of mud, le gros plat de spaghetti, que ça, on avait aussi vécu, de se dire si on va faire un nouveau code, on ne veut surtout pas se retrouver rapidement à avoir du code spaghetti qu'on n'arrive pas à gérer. On a déjà vécu ça dans plein de legacy et on sait qu'avec on a l'impression qu'avec le temps, ça devient un peu obligatoire. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc on s'était dit on va essayer de découper dès le début. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aussi on est parti en microservices. Et clairement, pour nous, on ne veut surtout pas que cette histoire elle se répète. Donc on s'est renseigné un peu, on a regardé un peu ce qu'il y avait dans la documentation, on s'est rendu compte que Spring est arrivé avec la proposition du modulite. Et on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas le Graal? C'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on garde l'aspect monobloc du monolithe, et puis par contre, il nous permet un découpage logique des microservices. On s'est dit, tiens, c'est exactement notre besoin, on pourrait peut-être creuser, et peut-être déjà voir comment ça pourrait le faire si on voulait l'implémenter dans notre SI. Alors ça ressemblerait un peu à ça, c'est-à-dire qu'on aurait une seule appli, Spring Boot, avec des modules, un module pour gérer nos dinos, un module pour gérer nos types de dinosaures, le module qui calcule les KPI, une seule base de données. Bon, là, on a de la chance, vu qu'on est parti en microservices, on a des modèles de base de données qui sont très découplés, ils n'ont pas de lien entre eux. Et puis ce qu'on voit là, ce qui est vraiment symbolisé avec un beau trait rose, on a du coup un découplage vertical. Alors, qu'est-ce que c'est que le vertical slicing, le découpage vertical? Alors, l'intérêt du vertical slicing, c'est que, comme on l'a vu, c'est un découpage qui va être très orienté domaine et métier. Quand on ouvre le projet, tout de suite, on est prof de la Scrum architecture, ça nous crie directement quelles sont les notions de domaine qu'il y a dans notre application. Ça permet du coup un découplage des modules. Donc ça va nous permettre de mieux le maintenir, aussi de mieux le faire évoluer. Ça peut favoriser un code un peu plus compréhensif et expressif. Et puis c'est un cadre idéal, du coup, pour permettre la définition, l'évolution, le réalignement du modèle métier, ce qui est notre besoin à nous principal. Voilà, de bien faire évoluer le modèle métier et bien décider où est-ce qu'on a les couplages, où est-ce qu'on ne veut pas mettre de couplage. Et puis le fait de se poser ces questions fait qu'aussi on va réduire les dépendances entre les modules. Donc ça, c'est la théorie. Et alors, pour illustrer cette théorie, je vous propose de montrer un peu le refacto de notre modulite, de nos microservices en un seul modulite, Dino modulite. Alors, ça va nous permettre, l'objectif de ça, c'est un peu d'illustrer un peu ce que c'est que Spring Modulite sur un cas pas trop compliqué. Avec ma souris, c'est mieux. Hop. Si, c'est bon, ça marche. Donc, si on regarde un peu, au niveau des modules, on a un module Dino, un module Dino-type, un module KPI. Dès le début, en fait, c'est ce que je disais, on voit tout de suite comment le code est structuré. Et il y a un petit module shared, et on en reparlera. J'ai mon anti-sèche. Au niveau des dépendances, c'est assez simple. On a juste à tirer le starter modulite, le starter modulite test pour tester. Et puis, on a aussi un petit BOM. Ça, c'est dans la spec de Spring Modulite. Il nous demande de mettre ça. C'est un BOM qui va nous permettre de gérer un peu toutes les différentes versions des outils modulites qu'on va pouvoir tirer derrière. Nous, au final, nous, on ne l'utilise pas dans notre cas-là, mais bon, c'est dans les specs, on l'a laissé. C'est toujours mieux. On va suivre la spec. La première chose qu'on remarque, c'est que notre application de DinoApp, on lui a mis une petite annotation modulitique pour lui indiquer que c'est une application Spring Modulite dans laquelle il y a des modules. Pour l'instant, c'est assez léger. Comme je le disais, il y a des modules. Et le Spring Modulite arrive avec du coup, des outils pour nous permettre de vérifier que nos modules sont bien découplés.
Hop, donc on peut le faire comme ça, on peut lui dire, bah, voilà, donne-moi la liste des modules de DinoApp, tu peux vérifier la modularité, et puis tu peux me générer de la documentation. Et là, en l'occurrence, il me dit, attention, j'ai un problème, j'espère que vous voyez bien, parce que je suis en mode, ouais, ça va pas. J'ai un problème de violation, là, il y a du couplage entre tes modules qui existent, ça serait bien de découpler, là, tu ne respectes pas, du coup, le découplage entre tes modules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un couplage entre les modules? Parce que pour nous, c'était un peu abstrait au début. Alors, là, on arrive à lire quand même assez bien les erreurs, je vais vous faire gagner un peu de temps, parce que moi, je sais où il est l'erreur. Elle est ici, au niveau de notre module service Dino. Du coup, il a besoin d'obtenir la liste des types de dinosaures pour faire ces traitements. Et pour ça, bah, du coup, on s'est retrouvé, nous, à appeler le service Dino, du module Dino, type, pour obtenir la liste des types de dinosaures. Et ça, du coup, il me dit, bah non, là, tu es en train d'utiliser un objet d'un module qui est défini dans un autre module. Un service donc là, tu as un couplage, c'est pas normal. Comment est-ce qu'on résout ce type de couplage? Et bien, de la façon suivante. Dans le fonctionnement de Spring Modulite, par défaut, dans nos modules, à la racine, tout ce qui est à la racine est public, tout ce qui est dans des sous-packages est privé. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'on va protéger complètement toute l'implémentation du module dans des packages privés, ça c'est pas visible, et par défaut, ce qui est visible, c'est seulement du coup, à la racine. Donc, ce qui est à la racine, c'est nos API qui vont nous indiquer comment est-ce qu'on peut communiquer avec le module. Là, en l'occurrence, il lui dit, voilà, si tu veux m'appeler, j'expose des méthodes qui me permettent de pouvoir m'appeler. Donc, ce qu'on a juste à faire pour découpler, on a juste à dire, c'est le moment de live coding, attention aux yeux, on va juste lui dire, j'utilise l'API, on va le renommer, j'espère que ça se passe bien. Oui, on renomme tout. Et donc là, je lui dis juste, j'utilise mon API, tu n'utilises pas l'implémentation directement. Donc là, on vient d'utiliser un truc extraordinaire qui s'appelle des implémentations et des... C'est le cas de... Par contre, là, s'il ne marche pas, c'est pas cool. Qu'est-ce que j'ai fait qui manque? Ah oui, mais si je ne change pas le constructeur, c'est sûr que ça ne marche pas. Si je lui dis... Voilà, donc là, c'est bon, on vient de découpler nos deux modules. C'était juste pour vous illustrer un peu ce qu'on appelle découpler derrière. Au passage, si je regarde un peu mes interfaces, elles exposent aussi quand même des DTO. Et ces DTO-là, du coup, ils ne sont pas à la racine de mon module, donc ils ne sont pas exposés. Donc, pour le faire, j'ai un petit package DTO dans lequel j'ai tous mes DTO. On peut passer par un package info.java dans lequel on va lui dire ça c'est une name d'interface avec un petit nom. Et ça du coup Modulite va pouvoir comprendre ok là tu viens d'exposer ce package là à l'extérieur. Donc du coup par défaut c'est privé mais on peut lui dire finalement ça je m'autorise à le rendre public. Alors un autre élément à remarquer aussi parce que je vous ai dit on pouvait tester avec Modulite. On pouvait également avec ce mécanisme-là de vérification des modules. On peut aussi le tester grâce à l'application module test. C'est l'équivalent de Spring Boot test. Ça fait la même chose que Spring Boot test. C'est juste qu'en plus, avant, ça va vérifier que les modules sont bien découplés. Et maintenant, je vais pouvoir parler un peu du module shared. Dans le module shared, on a du coup le code un peu commun à tous ces modules-là. Donc là, moi, c'est ma gestion de ma sécu, ma configuration pour exposer des Swagger, des choses comme ça. Et ça, le module shared, du coup, il fait un peu il garde un peu toutes ces données-là. Et ce qui est intéressant aussi, dans mon test Modulite qui est là, je peux lui dire, écris-moi un peu la doc sous forme UML et ASCII, la doc de mon application, de mon microservice. Alors là, je ne sais pas pourquoi, depuis la nouvelle version, le temps de chargement Donc il m'a généré tous ces fichiers-là. Allez, ça va arriver. C'est juste le plugin qui permet de lire du UML. Voilà. Et donc là, il me sort ça. Il me sort exactement, en gros,
le schéma que je vous ai mis sur les slides du début. Il me dit bien que j'ai 3 modules. Alors, j'ai un petit module shard en plus qui est mis là. Et puis derrière, j'ai une doc qui me dit bah, voilà, de ce que ça expose, quels sont les bins qui sont dedans, pour chacun des modules. Donc ça, c'est cool, ça me fait de la doc générée. Et c'est rien de plus simple que d'avoir de la doc générée qui correspond à mon code. Je n'ai pas besoin de la maintenir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu si on résume? Spring Modulit, ça, c'est assez léger à importer au final. Par défaut, seulement la racine des modules est open. On peut personnaliser les règles avec les names d'interface. Ah oui, on peut aussi dire que c'est un type open. Directement, mon module charge, j'ai oublié de vous le montrer, mais dans le package info, je lui ai dit c'est un type open. Celui-là, il est ouvert à tout le monde. On peut aussi dire d'ailleurs, celui-là est ouvert qu'à tel module. On a le droit de faire ce genre de choses. Donc, on peut personnaliser un peu ces règles pour le couplage. Pour découpler, on a juste à utiliser l'API du module pour interagir avec lui. En termes d'outils, il nous propose des tests unitaires qui permettent de vérifier la non-dépendance entre les modules, et puis de la doc qui est générée à partir du code. Nous, on est très contents de ce que ça a fait. C'était très simple à faire, et on est plutôt confiant sur la suite de la roadmap. Et alors, je vais profiter de ce talk pour faire une grande annonce, parce que c'est ici qu'on avait annoncé le lancement du projet, donc j'en fais une deuxième annonce. On a racheté un éditeur de logiciels. On a racheté un éditeur de logiciels pour une raison très saugrenue, assez inhabituelle. On n'a pas racheté l'éditeur parce que c'est un concurrent qui commençait à nous faire un petit peu de l'ombre. Non, ce n'est pas pour cette raison-là. On n'a pas racheté l'éditeur parce qu'on voulait son portefeuille client, non plus. On a racheté l'éditeur pour une raison improbable, pour sa codebase. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait un peu de retard sur notre roadmap et que la route vers la licorne, quand même, il faut qu'elle soit rapide. Donc, on a trouvé un éditeur de logiciel qui avait une codebase qu'on connaissait bien, avec des développeurs qu'on connaissait bien, qui faisaient du code de qualité. Et donc, on s'est dit, on va les racheter. Parce que dedans, il y a un microservice qui nous intéresse. Alors, je ne vous cache pas que vous imaginez bien que nous, on fait de la gestion de dinosaures. Il n'y a pas beaucoup de boîtes sur le marché qui font ce genre de choses. Donc, on a eu un petit travail d'adaptation du domaine pour que ça corresponde à notre besoin. Donc, ça, on a fait des heures de réflexion pour arriver à bien définir comment on allait faire cette transition. Et je vais vous en faire... je ne vais pas vous la présenter, ce n'est pas très intéressant. Je vais juste vous montrer un peu le fruit de ces heures d'ingénierie de haut niveau. Alors, c'est le moment un peu compliqué. Restez bien assis, je vous demande d'être bien concentré. Avec, du coup, le résultat. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, au final, c'est un petit diagramme UML qui nous représente un peu le nouveau domaine une fois qu'il est migré. Donc, en fait, on a des enclos. Au sein de ces enclos, on a un ensemble d'espaces. Un espace fait partie forcément d'un enclos et a forcément une porte. Et un enclos a un ensemble de portes. C'est bon? C'était l'endroit le plus compliqué là, de la conf. Donc, comme je vous le disais, je ne vais pas vous présenter cette migration de changement de modèle. Mais du coup, ça a été fait. Donc, voilà ce que ça donne. On a juste de changer notre modèle. On n'est pas passé encore sous Modulit. Donc, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a une appli qui nous dit ouais, je fais de la MQP, je fais du contrôleur, j'ai des repos et je fais des services. Oh, j'ai quelques tâches. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit globalement. Et au sein de chacun de ces packages, ça va me dire, c'est plus parlant sur le contrôleur, j'ai un contrôleur pour l'enclos, j'ai un contrôleur pour l'espace et j'ai un contrôleur pour la porte. Bon, du coup, après, on l'a migré en Modulit parce qu'on est convaincu que c'est vraiment à appliquer sur tout notre SI. Paf! Donc là, ça change complètement. On retrouve ce qu'on avait vu avant, un module pour l'enclos, un module pour l'espace, un module pour la porte, et puis le module shared. Et au sein de chacun des modules, du coup, on dit que moi, je fais de l'enclos, et pour l'enclos, du coup, on va faire de la MQP, du contrôleur, on a un peu dispatché tout ça. Accessoirement aussi, je vous ai passé le petit passage sympa. Modulit, c'est dispo que depuis Spring 3.1, 3.2, je ne sais plus lequel des deux. Mais du coup, j'ai fait une petite montée de version Spring aussi au passage, parce qu'on n'était pas du tout dans ces versions-là. Donc ça, à prendre en compte si vous voulez faire du Modulit. Oui. Alors, du coup, là, on a juste ajouté le Modulit. Donc on se dit, on part pour quand même migrer tout un microservice, un vrai microservice qui est en prod. C'était un peu l'intérêt de l'exercice aussi, de se confronter à du vrai code de prod qui tourne en ce moment. Et on va lancer les tests de Modulit. Vous imaginez bien que du coup ça passe pas. Il y a des couplages qui existent de base.
Et quand on part dans ce genre de chantier, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas du tout envie de partir dans un chantier comme ça, et au bout de 3 semaines, qu'on me dise « T'en es où ?» Et moi, du fond de ma grotte, ça avance. Je ne sais pas où ça s'arrête, parce que c'est le genre de truc de migration où c'est une fois que c'est fini, une fois qu'on a vu la lumière au fond du tunnel, qu'on se dit « Ça y est, j'ai fini !» Parce qu'il faut que je découpe le tout, et je ne sais pas exactement le volume que ça représente. Donc là, ça ne marche pas. Donc ce qu'on a fait, ce que je vous propose, c'est de mettre des petites règles de contrôle. Donc moi, j'utilise ArcUnit. Il y a moyen sûrement de faire ça avec JMolecule, parce que je sais que Spring Modulite utilise JMolecule derrière, mais moi je connais bien ArcUnit, et ça va vous permettre de définir des règles de gestion au niveau de votre code. Donc là, typiquement, moi j'ai fait 3 tests au niveau de ces règles-là, juste pour un test pour chaque module, juste pour dire, donne-moi le nombre de dépendances que j'ai directes avec mes 2 autres modules, et ça, je vais les définir dans le temps. C'est-à-dire que là, moi, je sais que c'est un très bon exemple. Donc, je suis arrivé avec un cas où il n'y avait pas beaucoup de couplage. Mais je sais que mon module, par exemple, mon module espace, il a actuellement 33 couplages. Donc, quand je suis arrivé, je dis OK, je passe le test. Il me dit que tu as 33 couplages. Je dis OK, je ne veux pas en avoir plus de 33, non, pas moins de 34 du coup. Et comme ça, déjà, je fixe dans le temps. Je me dis, ça fonctionne. Je peux désactiver un peu mon test de vérification des modules. Mais ça, je sais que déjà, j'ai un couplage qui est à 33. Et avec l'évolution, déjà, je vais pouvoir réduire petit à petit pour absorber le coût de la transformation. Petit à petit, ces limites. À chaque sprint, on me dit, tiens, on va diminuer un peu cette limite-là. Et puis surtout, je m'assure qu'elle ne va pas augmenter, qu'on ne va pas augmenter du couplage dans nos modules. Donc déjà, ça, c'est une bonne manière d'amortir un peu cette migration. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est qu'en l'état, même si le test ne passe pas, il continue de me générer la doc. Encore une fois, ça met un peu de temps à s'afficher. Allez. Le temps qui passe. Bon, bref. Voilà, donc ça me fait une doc comme ça, où là, on voit que on les voit beaucoup plus, les couplages. Donc là, on voit que c'est un peu plus, on se rapproche du gros plat de spaghetti. Mais du coup, c'est bon à savoir aussi, même si c'est couplé, on peut arriver à le documenter. Hop, donc ça, j'ai vu tout ce que je voulais. Et maintenant, je vais vous présenter, dans le module shared, on va en parler, on a, comme je le disais, une appli qui est en prod, et on a un mécanisme un peu particulier, c'est que c'est une application à la base multitenant que j'ai transformé en multi-parquant parce qu'on gère maintenant des parcs. Et chaque parc a sa base de données et on a un index ES. Donc quand on a un nouveau parc qui arrive, on n'a pas envie de reconfigurer, on a des mécanismes qui le font tout seuls, qui vont dire, voilà, quand j'ai, là c'est parlant, là j'ai besoin de réindexer tous mes ES, j'ai besoin de savoir si les données existent. Voilà, j'ai des actions que je vais vouloir faire du coup au niveau de mes ES et des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, là j'ai un contrôleur qui va référencer explicitement du coup tout, mes enclos, mes portes, mes espaces. Et ça, on a dû avoir utilisé un mécanisme que je ne vous ai pas encore présenté parce qu'on n'avait pas eu le besoin jusque-là. Compare. Oui. Ah, et là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Non, c'est ça que je voulais. Voilà. Pour vous montrer un peu la différence qu'on a entre les deux. Voilà. Donc, à gauche, vous avez l'ancienne version, là, la nouvelle. On a dû avoir recours, du coup, à un outil qui est fourni par Modulite qui s'appelle l'application Event Publisher. C'est-à-dire que Modulite, il nous propose un mécanisme qui nous permet de publier des événements d'application et puis de consommer ces événements d'application. Ce qui fait que nous, au niveau contrôleur, on référence plus du tout tous nos services, tous nos repos. On va juste, quand on reçoit une demande d'index, publier un événement pour dire, tiens, faut créer l'index ou faut réindexer. Donc là, on n'a plus besoin explicitement référencer ça. Et côté, je vais prendre l'exemple de l'enclos. Non, je prends l'exemple de l'espace. Hop. De notre côté, dans chaque module, il y a du coup une petite annotation qui s'appelle application module listener qui dit juste, voilà, je vais écouter un événement. Là, moi, je vais écouter un événement de création d'index. Et du coup, quand je le reçois, du coup, je lance les actions qui vont bien.
Quand on publie un événement, ça c'est synchrone. La consommation des événements, elle se fait de manière asynchrone. C'est à savoir. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, on a ce qu'il faut pour tester. On peut faire des petits tests pour dire, OK, est-ce que je suis sûr que, du coup, quand je publie un événement, du coup, est-ce que mon module, il a bien trappé l'événement, est-ce qu'il a bien été appelé? Et on s'assure qu'on appelle bien, du coup, derrière notre API comme il faut. Donc, on a ce qu'il faut niveau de test pour s'assurer de tout ça. Et à noter, on a dû rajouter une petite dépendance quand même, Spring Modulate Event API, pour pouvoir utiliser ce magnifique outil. Hop. On va revenir au slide. Donc là, grâce à ça, nous, on a réussi à peu près à tout découpler. Il reste un problème, parce que du coup, c'était un monolithe. Il reste un couplage entre nos modules au niveau de notre base de données. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de choses? Et je suis désolé, je n'ai pas une silver bullet pour vous donner un conseil absolu. Là, ça dépend des cas. Et je vous propose du coup d'illustrer ça grâce à du coup, notre exemple pour un peu réfléchir et vous illustrer un peu le type de problématique qu'on peut rencontrer. Donc là, on a 3 modules, on retrouve nos 3 modules. En fait, vu que mon exemple était plutôt bien trouvé, en fait, j'ai que le module espace qui est couplé à l'enclos et la porte, donc on va étudier que ce cas-là. Notre espace, alors on utilise Spring Data JPA, du coup, il a un lien direct avec l'entity enclos et l'entity porte, qui sont l'entity enclos, il est dans le module enclos et l'entity porte est dans le module porte. Donc du coup, là, c'est ce moment-là où Spring Modulate, il me dit, là, tu as un couplage. Là, l'espace, il utilise des entités qui ne sont pas dans ce module, c'est pas normal. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Du coup, on va se baser sur notre besoin. En fait, le besoin, c'est au niveau du contrôleur, on va essayer de rester quand même ISO. En fait, au niveau du contrôleur, quand on nous demande une information sur un espace, on retourne également quelques informations sur l'enclos et sur la porte, donc ce GUID de l'enclos, la désignation de l'enclos, le code de l'enclos, l'ID de l'enclos, et la même chose pour les portes. Et derrière, actuellement, on a juste, au niveau de l'espace, on a juste faire le mapping entre les entités qu'on retrouve et puis notre DTO. Et voilà, donc là, le couplage, il est à ce niveau-là. Alors, il y a une première solution qui existe, assez simple, c'est de se dire, bon, j'arrête de référencer explicitement mes entités, et puis j'utilise juste l'UID. Ça, du coup, Modulate, il ne détecte pas ça. Il ne détecte pas qu'on utilise enclos et la porte, et il n'y a plus de couplage. Par contre, au niveau du mapping, il va falloir quand même que j'arrive à coupler, à transformer l'un en l'autre. Alors, une première proposition, c'est de dire, j'ai juste à rajouter dans mes API d'enclos et de porte une méthode qui me dit, donne-moi l'information de l'espace, de l'enclos et de la porte par GUID. Comme ça, dans mon mapping, je rajoute ce moment-là, je récupère la liste de mes espaces, et pour chacun de mes espaces, je les parcours, et puis je les repeuple avec l'enclos qui va bien, et puis la porte qui va bien. Est-ce que vous voyez le problème, là? Là, le problème, c'est qu'en fait, on est passé d'une solution, on profite pleinement du moteur de base de données, avec une requête, on récupère toute la grappe de données. Donc, pour récupérer un espace ou un ensemble d'espaces, avec une base de données, j'avais toutes mes données peuplées. Là, le problème, c'est que là, pour une requête, je vais faire au mieux 3 requêtes SQL si on me demande un seul espace. Et si on me demande X espaces, si on me dit, tiens, donne-moi les informations sur ces X espaces, je vais faire une requête pour obtenir l'espace, et X requêtes pour obtenir l'enclos, et X requêtes pour obtenir la porte. Donc 1 plus 2X. Donc du coup, là, on se met une petite... ça ne va pas marcher en termes de perf. Alors, il y a une autre proposition qui, attention, est subtile, c'est de rajouter un S. C'est de se dire, en fait, je récupère l'ensemble de mes espaces. Pour chacun je récupère la liste des enclos, des espaces dont j'ai besoin. Je lui demande tous mes espaces, puis tous mes enclos, puis je demande toutes les portes. Et après, là, je vais mettre plus la charge au niveau du CPU. Il va falloir qu'il repeuple tout à partir de toutes mes structures de données. Mais là, du coup, je reviens dans un scénario où, au lieu d'avoir une requête, j'en ai 3. Ce qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. On se dit, c'est quand même dommage de se priver du moteur de base de données pour ce genre de choses. Juste parce qu'on passe en Modulate. La troisième proposition, c'est de se dire, si on faisait la même chose.
Même chose dans la base de données. Mon besoin, a priori, c'est d'exposer ce genre de données. Je vais les stocker de la même façon dans ma base. Et du coup, on rajoute donc tous les champs qu'il nous faut. Et puis alors là, le mapping est super simple. Je n'ai plus besoin d'appeler les autres modules. Et mon mapping, il se contente de passer l'un à l'autre. Peut-être même que MapStruct nous le fait tout seul. Est-ce que vous voyez le problème là? Le problème là, c'est que j'ai des données qui sont dupliquées dans mon SI. C'est-à-dire que moi, module espace, je stocke des données dont je ne suis pas le responsable. La responsabilité de la désignation, du code, de l'ID de l'enclos, elle est dans le module enclos. La même chose pour la porte. Donc là, il va falloir qu'on arrive à mettre en place un mécanisme de synchronisation. Et bien, ça tombe bien. On a des applications event qui sont possibles. Donc à chaque fois qu'on va modifier l'enclos ou modifier la porte, on va publier un événement. L'espace, du coup, le module espace va écouter cet événement-là et du coup va se mettre à jour en tâche de fond de manière asynchrone. Et comme ça, on s'assure que nos données sont à jour dans tout le SI. Et l'espace n'est plus responsable directement de stocker, n'est plus le responsable de ces données. Bon, ça, c'est sur une petite application. Vous imaginez bien que là, on peut vite avoir des problématiques en termes de perf. On se retrouve à avoir des problématiques un peu plus distribuées. Et ça tombe bien parce que Modulite, il nous propose des outils pour ça. La configuration avancée pour gérer nos événements, justement. Parce que là, on voit que le nerf de la guerre, il va être porté sur nos événements. Le premier outil qu'il nous propose, c'est qu'il expose une SPI qui s'appelle Event Publication Repository, qui va nous permettre si on l'implémente, qui va nous permettre de stocker ces événements en base de données. Ce qui fait que si notre appli tombe et qu'elle redémarre, les événements ils pourront continuer à être rejoués. Par défaut, en plus, il vient avec des starters compatibles JPA, JDBC, MongoDB, donc on gagne du temps là-dessus. Et puis en plus, c'est possible d'externaliser les événements vers des brokers. Donc, par défaut, il gère Kafka, MQP et JMS. Donc là, facilement, ça nous facilite la passage à l'échelle. Et il y a plein de configurations possibles. Alors là, je ne voulais pas vous faire un catalogue, mais il y a des petites choses du genre, assez facilement, on peut lui dire quand tu as fini de consommer tous tes événements, quand tu as fini un événement, tu peux le supprimer de la base, autrement tu le gardes, parce qu'en fait, je veux avoir un peu l'historique. Enfin, plein de choses comme ça. Et puis, comme on voit, on a des problématiques aussi potentielles du coup, de gestion d'événements, d'avoir des cas un peu complexes à imaginer. Pour les tests d'intégration, il propose une API qui s'appelle Scenario API qui va nous permettre de pouvoir rejouer un peu des cas un peu tordus ou pouvoir jouer facilement des cas pour savoir si du coup, notre application elle arrive à supporter ces cas. Je ne vais pas aller plus loin dessus, ce n'était pas l'objectif de ma conférence, mais il faut savoir que voilà, ça existe. Et la quatrième proposition qu'il y a également, c'est de se dire, en fait, non, moi, je veux profiter de mon moteur de base de données. Et du coup, je veux garder mon enclos et ma porte directement dans mon entité espace. Et du coup, dans le module shared, je vais expliciter le couplage et je vais dire, les entités enclos et porte, en fait, je les partage. C'est une possibilité. La cinquième possibilité que je n'ai pas mis, et qu'on peut se dire, est-ce que j'ai raison, au final, de découpler ces modules? Est-ce qu'en fait, dans mon SI, ça n'a pas de sens? Ces modules sont tellement couplés, ces notions métiers sont tellement couplées qu'en fait, je n'arriverai jamais à les découpler et ça n'a pas d'intérêt. Donc peut-être qu'en fait, je vais les refusionner. Mais en tout cas, on a fait l'exercice de bien se poser la question pour ce couplage-là, de demander est-ce que j'ai besoin ou pas de coupler ou pas, ou non. Personnellement, je l'ai mis en place ça chez un client, sur un microservice du Modulite. On avait deux modules très différents, vraiment qu'on ne voulait vraiment pas partager, qui étaient très différents. En plus, il y en a un sur lequel il y avait... Alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, pour les KPI, le module KPI, je suis resté en archi hexagonal, parce que, comme je disais, il y a l'implémentation, elle est protégée, donc chacun peut implémenter comme il veut son module. Et du coup, il a vu qu'il a juste à implémenter l'interface. Et derrière, on fait ce qu'on veut au niveau de l'implémentation. Moi, il y a une partie que je voulais vraiment la faire en hexa parce qu'il y avait vraiment beaucoup de calculs. Et puis surtout, il y avait des tests qui allaient beaucoup nous aider grâce à l'hexa. Donc, je l'ai gardé comme ça. L'autre partie, c'est plus CRUD, donc on l'a resté assez simple. Mais par contre, j'avais vraiment une requête. Toute la logique passait là-dessus. Il y avait une seule requête qui faisait un lien entre les deux modules. Tout le reste était complètement découplé, mais j'en avais une seule qui faisait le lien.
Et cette requête-là, en fait, la grosse valeur de ce microservice, elle se base sur cette requête-là où on arrive à associer des données qui sont un peu différentes. Mais la grosse valeur, elle est à ce niveau-là. Et donc, du coup, j'ai clairement dit dans le module shared, eh ben, en fait, là, il y a un couplage ici. C'est pas grave. Nous, on sait que de toute façon, on ne va pas le découper, ces microservices-là. Mais je l'expose explicitement et c'est OK. Donc là, on peut faire ce genre de choses. Et l'autre, voilà. Donc c'est un peu ce genre de réflexion que ça engendre. Donc à retenir de ce qu'on vient de voir là, de cette migration du coup d'une vraie appli de prod vers une appli dans Spring Modulite. Donc il y a un outil que je n'avais pas présenté avant, c'était l'application Event Publisher, application Module Listener, qui nous permet de publier des événements d'application et de consommer ces événements, avec de la mise à l'échelle qui est possible, du coup avec des brokers, et puis on peut persister les données en base de données. Mon petit tips perso du coup, que j'apporte là, c'est juste de dire, quand vous lancez dans ce genre de migration, n'hésitez pas à passer par ArcUnit pour fixer dans le temps les couplages et les réduire petit à petit, et pas partir en mode je fais une migration qui va me prendre très longtemps et je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Et ce qu'on vient de voir là, en fait, c'est que ça nous oblige et ça favorise notre réflexion autour de la définition des concepts métiers et leur couplage. Ah oui, ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est l'enclos. Oui, je veux juste la vue projet. Oui. Ce qu'on n'a peut-être pas vu, c'est que, j'ai oublié de vous montrer, c'est que notre module shared, il a quand même un gros volume de code. En fait, il y a beaucoup de code commun entre tous ces modules-là, notamment parce qu'il y a pas mal de choses qui est normalisée sur la manière dont on consomme et on écrit nos événements MQP. Il y a des contrôleurs, il y a un contrôleur abstract dont tous les contrôleurs héritent. Il y a des mappeurs communs sur les UID, des commons, voilà, des choses comme ça. Donc le risque par contre de ça, c'est que notre module shared il peut vite devenir un peu pot pourri et avoir un peu plein de choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ce module shared, il y a un petit package qui s'appelle kernel. Alors du coup, là, il est assez simple, dans lequel, en fait, dans ce module kernel, là, je mets que les objets qui concernent mon modèle métier. C'est-à-dire que là, actuellement, d'un point de vue métier, mes modules, ils partagent juste la notion de parc, un enum, mais que là, maintenant, comme on va avoir des notions de caractéristiques, hop, voilà, là on a un enum, mais comme j'ai la même chose côté Dino Modulite, c'est ça que je n'ai pas présenté, mais c'est ça qui m'intéresse dans la réflexion. J'ai mon kernel qui est là avec les parcs et puis du coup j'ai des aires aussi qui est un enum qui est partagé entre tous. Et c'est ici que je vais travailler en fait là pour mon module Dino. On sait qu'on va rajouter des caractéristiques à mes dinosaures. Je vais faire évoluer tout mon modèle métier et je veux pouvoir expliciter dans cette petite partie kernel quelles sont toutes les notions communes à tous mes modules. De cette façon, comme ça, je connais exactement où est l'adhérence d'un point de vue métier entre tous les modules. Et on verra après pourquoi. Enfin, là, je vais vous le dire. Pour aller plus loin, alors, je sais, ce qui va souvent dire que les modulites, ça va très bien avec le DDD, parce qu'en fait, là, moi, je suis en train d'essayer de définir un peu, au final, même si je ne fais pas du DDD, on se rapproche un peu des body contexte. Et moi, souvent, les confs de Julien... elle me parle, mais j'avais du mal un peu à complètement comprendre comment techniquement j'arrive à facilement les mettre en place. Donc je trouve que du coup, moi je comprends mieux, par exemple cette conférence, la modèle mitosis qui ne plus se tromper entre les microservices et le monolithe, où justement il explique bien comment ils arrivent à définir tous les bandits de contexte, à trouver où sont les points de tension entre tous ces modèles et identifier où sont les éléments, les notions métiers qui sont encore communes. Donc moi je vous conseille cette conférence-là que vous avez certainement déjà vue, mais personnellement quand j'ai creusé le modulite, j'ai beaucoup mieux compris, ça m'a permis de mieux comprendre les notions qui sont derrière cette conférence. Et le DDD aussi, ça m'a permis de comprendre 2-3 choses techniquement. En conclusion, au final nous on est arrivé sur le Spring Modulite, on a dit ça a l'air d'être le Graal, ça doit être un truc un peu complexe, mais ça peut résoudre tellement de problèmes. Mais en fait au final on a constaté que c'est un module assez léger. Au final, on a quelques dépendances. Ça permet juste la définition d'un cadre avec des contraintes d'isolation qui sont assez personnalisables. Ça fournit un mécanisme pour nous aider à les respecter.
l'application Event Publisher, et ça nous incite à faire des interfaces. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient souvent dans des conférences, dans nos conférences, l'intérêt des interfaces. Ça nous offre des outils de test et de documentation pour s'assurer du coup le couplage, et surtout la doc qui est générée, ça c'est quand même plutôt agréable. Et du coup, c'est quand même un cadre qui est idéal pour réduire les couplages entre nos notions et puis pour définir notre modèle métier. Et au final, l'objectif, c'est aussi peut-être se dire que ça peut nous faciliter l'extraction en microservices. Quand est-ce qu'on va arriver à faciliter l'extraction en microservices? Quand est-ce qu'on va se dire, tiens, là, je peux extraire ce module en microservices? C'est si je me rends compte que mon module il est complètement découplé des autres et qu'il ne partage pas de modèle métier avec lui. C'est-à-dire que je ne veux surtout pas qu'arriver à un moment où, quand je mets à jour une notion métier dans un des composants, je suis obligé de mettre à jour l'autre microservice derrière parce que j'ai un couplage à ce niveau-là. Donc, on peut sortir en microservice. Techniquement, on peut arriver à, ça nous facilite, ça nous permet de comprendre quand est-ce qu'on peut techniquement sortir en microservice. Et on le fait que si on a un besoin business. Si, par exemple, je me rends compte que mon API, elle a 80% de la charge qui se fait sur des demandes d'informations sur mes enclos, là, peut-être que ça vaut le coup de me dire, OK, je fais un microservice qui gère que mes enclos, parce que c'est lui qui va gérer la charge, et puis celui qui gère mes portes et mes espaces, là, je peux le garder dans un autre microservice à part. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à sortir du coup notre modulite et à nos modules en microservices. Et ce que je voulais surtout aussi faire passer comme message, c'est que ce genre d'architecture, ça va, je dirais, favoriser le développeur vis-à-vis du codeur. Ça va nous obliger, nous, à bien architecturer, à se poser les bonnes questions, de dire où est-ce qu'on explicite nos couplages, est-ce qu'on doit vraiment coupler ou non, comment est-ce qu'on module, quand on arrive à schématiser, faire notre module métier, et comment est-ce qu'on arrive à l'organiser, plutôt que comment est-ce que j'arrive à coder des choses rapidement, dans un monde où on commence à nous dire que l'IA va nous remplacer, et que l'IA, effectivement, est un très bon codeur, parce que l'IA code bien, mais nous, notre plus-value, elle était de faire en sorte que nous, on soit un meilleur développeur qu'elle, et du coup, que nous, on se pose la bonne question, et c'est là-dessus qu'on a ce genre de plus-value. C'est là-dessus qu'on va avoir notre plus-value. Et du coup, c'est un bon outil pour adresser ce genre de problème. Ça se termine là. Je vous ai mis du coup en haut à gauche, vous avez le feedback. Du coup, c'est la première fois que je joue cette conférence, donc je suis preneur de retour. Et en haut à droite, vous avez le code. Vous avez le code un peu de tout notre SIDino. Sauf que je ne vous ai pas mis le code de l'enclos API, puisque comme je vous l'ai dit, alors il y a eu c'est du vrai code de prod, c'est un vrai code donc je ne voulais pas le partager, même si j'ai fait un gros travail pour arriver à l'anonymiser et pour pas qu'on reconnaisse du tout d'où ça vient. Je ne vais quand même pas le partager ça suffit pour faire une démo en live. Je voulais pas le partager quand même sur le GitHub. Voilà, pour info. Et il reste, je suis en avance, hein, il reste 10 minutes, donc on a le temps d'avoir un peu des questions. Merci pour la présentation. Petite réflexion en ayant vu ça, est-ce que tu ne te retrouves pas dans le pire des mondes où tu te dis en même temps je veux découpler, mais j'autorise aussi le couplage? Est-ce que c'est pas la grosse porte ouverte à coupler tout alors que tu n'as pas envie? Alors qu'en faisant vraiment l'exercice de découpler ou prendre le parti pris de tout le monde va ensemble. Voilà. En fait, l'idée c'est que ça oblige à se demander à chaque couplage si ce couplage-là, on peut le faire sauter ou pas. Et est-ce que si ce couplage-là, il existe, est-ce qu'il n'a pas vocation justement à rester? Parce qu'en fait, les notions, elles sont trop proches techniquement. Et aussi, en termes de métier, est-ce que ces notions-là, du coup, elles ont vocation, du coup, elles ne sont pas trop proches également? Ouais, mais du coup, tu le sors, en fait, si c'est découplé. Autant le sortir. C'est-à-dire, tu le sors dans un autre microservice, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais là, justement, nous, on est en train de L'idée, c'est qu'on le construit et on ne sait pas exactement si on peut les sortir ou pas. Là, on est en pleine construction. L'idée, c'est du Dino, là. On est en train de le construire. Et en même temps, oui, effectivement, si tout est complètement découplé, tu peux le sortir. Mais ce que je disais, tu le sors que si ça a un vrai sens business. C'est-à-dire si tu as une vraie charge dessus, quoi.
Mais effectivement, une fois que c'est bien découplé et que tu as fait, ta notion elle n'est plus là, tu peux effectivement la sortir dans un microservice. Mais ça t'évite du coup, si tu le sors, tu es au moins garanti que tu n'as pas ton monolithe n'est pas distribué. Ouais. Après, là, tu le prends d'un point de vue côté code, et justement, l'aspect réflexif, enfin, de faire la réflexion sur ton métier avant, tu aurais peut-être déjà donné la réponse de est-ce que c'est couplé ou pas, quoi. Mais ok. Oui. Je vois l'aspect après pour sortir. Plus qu'en fait, souvent, quand tu fais des features, souvent tu pars avec un MVP, ou enfin, tu pars avec une première version, et tu as d'autres besoins qui arrivent, et ton modèle métier tel que tu l'avais designé au début, en fait, il va évoluer. Il n'est pas figé dans le temps. Donc oui... Okay. Mais voilà, je vous invite vraiment à regarder Modèle Mitosis, c'est exactement justement ce type de problématique qu'ils évoquent. Merci. C'est possible, dans le cas du modulite, de séparer en modules Maven ou Gradle, ou il faut que tout soit au même endroit? Alors, c'est possible de faire en module Maven. Ouais, Gradle, je ne sais pas. Mais oui, tu peux faire comme ça. Ça va te complexifier un petit peu, parce que du coup, c'est plusieurs modules. Et du coup, si tu veux vraiment pousser plus loin l'exercice, tu peux mettre de l'autoconfiguration plutôt de la configuration. Je ne vous cache pas que j'étais parti là-dessus au début. Et en fait, c'était un peu trop complexe à présenter rapidement. Mais ouais, c'est possible. Il y a même, je sais qu'il y a des cas de gens qui ont ça et qui font, ça se rapproche un peu du monorepo, qui ont des modules qui sont complètement découplés. Et je ne sais plus, c'est la conf de, je n'ai plus son nom, mais bref, qui expliquait qu'il avait un client, lui, néerlandais, où ils avaient automatisé l'extraction en microservices. Et du coup, en 2 heures, je crois, il disait, il y a un module qui était dans leur modulite. Ils avaient automatisé, le module était extrait et automatiquement partait dans un microservice à part. Et du coup, ça peut faire de la mise à l'échelle. Là, moi, il n'y a rien qui m'empêche de faire un module Maven avec mon Dino et un autre module Maven en Cloud API, tout ça dans un Spring Modulite, et qui eux-mêmes, à l'intérieur aussi, un autre Spring Modulite qui va vérifier au sein de chacun. On peut faire du modulitception sans problème. Donc là, on est sur une architecture Spring. Est-ce que vous avez connaissance d'architectures différentes, de technologies différentes qui suivent un peu la philosophie modulite? Alors, j'avoue que je ne sais pas exactement s'il y a... Alors, en Node, il y a la notion de module, elle existe aussi. Je ne sais pas à quel point elle est documentée de la même façon, à quel point elle va adresser ce genre de problématique. J'avoue que je ne peux pas vous dire. Après, la notion de modulite, c'est quelque chose qui quand même est assez commun. Donc j'imagine que oui, il y a d'autres frameworks qui offrent ce genre de mécanisme. Mais moi, pour Spring, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout ça qui est offert. J'avoue, je ne vais pas pouvoir dire. Là, il y avait une question. Ouais, pardon. Merci pour la présentation et le teasing hier, voilà, qui donne effectivement une bonne suite à la présentation de hier. Là, d'un seul coup, je comprends effectivement que on peut être initialement en module et identifier ainsi peut-être les modules que l'on peut passer en microservices. Par contre, quid du shared? Est-ce qu'on va retomber dans un code dupliqué dans ces cas-là? Oui, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Hier, j'ai fait la conférence et du coup, c'était sur les commons. Donc, effectivement, on avait une problématique de code partagé. Du coup, tout ce code partagé se retrouve dans notre shared. Et effectivement, du coup, si tu veux sortir ton microservice, il y a une partie de ce code shared qui est par définition partagé. Et donc, effectivement, on va se retrouver dans cette problématique de comment je gère ce code partagé. Est-ce que je m'autorise à le dupliquer ou est-ce que je le mutualise dans un starter ou pas? C'est exactement c'est un peu, ça va avec tout ça, ouais.
un des intérêts des microservices, c'est justement que, par exemple, tout ce qui va être CI, donc code, enfin Git diff, lancement des analyses de tests statiques, enfin les tests et l'analyse statique du code, ça va être assez rapide vu que ça va être sur des petits bouts de code. Est-ce que là, il y a des moyens qui permettent de le faire par module en fait? Ça veut dire que sinon on doit relancer toute l'analyse statique du code, les tests d'intégration, etc. Ça, du coup, ça rallonge un peu. Pas à ma connaissance. Okay. Pour moi, ça reste un module, une application monolithique, donc pas à ma connaissance. Merci. Il reste 3 minutes si vous voulez une dernière question. Eh ben, merci bien en tout cas. Et puis, n'hésitez pas.